Et c'est parti. Tiers livre, atelier d'écriture, le cycle été 2023, c'est la proposition numéro 5. Le thème, c'est simplement du roman, ce qui pousse un roman vers l'avant et comment nous, de notre côté, invention, élaboration, construction, on peut créer cette espèce d'appel à ce que ça pousse vers l'avant. Et situation roman, ça veut dire quoi ? C'est pas grand-chose, simplement qu'il peut y avoir plusieurs lieux, plusieurs personnages, plusieurs situations, des durées. Et donc c'est comment manier là cette chose large et collective et le manier avec les outils de la fiction. Alors, la proposition numéro 4. On était entré là dans l'univers du temps. On avait fait un premier exercice qui s'appelait superposer le temps. Alors, je m'étais servi pour cette proposition de Balzac, un début dans la vie où, à une dizaine d'années d'écart, se retrouve sur le même trajet, dans la même carriole qui fait office de transport en commun, les mêmes personnages, simplement à 10 ans d'écart. Et je vous avais suggéré comme ça de trouver situation la même, personnages les mêmes, lieux ou trajets les mêmes, mais ce décalage de temps, cette superposition de temps, les deux voix étant au présent, simplement, on les alterne avec romain et italique pour simplement avoir ça joué de deux temps en même temps. Et on l'avait doublé de la 04 bis, dans laquelle j'avais proposé, comme dans Malcolm Lowry, Under the Volcano, sous le volcan, au-dessous du volcan, selon les traductions. Lui, il s'agit de quoi ? De la fête des morts, la Toussaint au Mexique. Et c'est toujours le déroulé de cette fête des morts, sur une journée. Simplement, il y a son narrateur principal qui vient et qui retrouve les traces de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, c'est la traversée, là, en solitaire, du personnage principal, appelé le consul, qui va mourir dans un ravin à la fin, mais c'est la même journée. Et puis, il y a d'autres flashbacks, justement, avec Yvonne, la compagne, etc., etc. Et donc, on déroule toujours la même fête des morts, comme sur une infinité de temps, mais chaque fois avec cette traversée, le roman se construit comme ça, en partant, en réfléchissant avec ces cercles de l'enfer de Dante, mais les cercles de l'enfer, tous là, remis là, de façon concentrique sur cette même traversée. Puis je vais citer d'autres exemples de ces mêmes fonctionnements. Il y en a un que j'ai gardé à part, The Sound and the Fury, Le bruit et la fureur de William Faulkner. Vous savez que c'est pris d'une phrase de Hamlet. Le monde est un conte plein de bruit et fureur et raconté par un idiot. Et Faulkner prend ça au sérieux, c'est-à-dire que toute la première partie de The Sound and the Fury, oui, là c'est daté 7 avril 1928. Ensuite, on remonte à 2 juin 1910. Après, on partira au 6 avril 1928. C'est tout. C'est les 4 chapitres du livre. Mais le premier, se raconté par un idiot, il le prend au sens littéral, c'est-à-dire c'est Benji. Trisomique, on ne sait pas, peu importe, c'est pas la question. C'est le fait que lui, dans sa tête, les temps n'ont pas de repère. Il est accroché à un grillage puisque de l'autre côté il y a un golf. Il se tient là, il voit ces personnages qui jouent au golf et puis à chaque fois qu'une balle percute, eh bien lui, il change d'époque et il se souvient d'événements particuliers. La sœur qui part en laissant son bébé, le suicide du frère et évidemment, c'est très dissuasif parce que quand Faulkner, je suis dans mon thème déjà, ne vous inquiétez pas, quand Faulkner envoie le manuscrit aux éditeurs, tout le monde lui dit mais on comprend rien. Oui, parce que ce récit intègre dans la continuité du strict décor 4 événements, 4 périodes différentes, plus l'instant même de la narration. Et chaque chapitre qui vient ensuite, le récit du frère, le récit du bébé devenu petite fille mais qui porte le même prénom que sa mère, on le lui a attribué, belle façon encore de nous emmêler encore un peu plus, et puis finalement le frère aîné qui vient synthétiser tout ça à la fin.
chaque chapitre ultérieur vient forer un tunnel qui éclaire le récit de Benji et nous permet de comprendre ce qui va être aussi le centre du travail de Claude Simon, c'est-à-dire qu'à chaque instant, là, dans ce qu'on perçoit, la totalité des strates de mémoire est présente. Et ça, c'est Claude Simon. Alors le pauvre Faulkner, on le voit expliquer aux éditeurs que, par exemple, ce serait bien que Benji, si on ne comprend pas, lui il veut bien faire un effort, on peut l'imprimer avec 4 couleurs différentes, une couleur pour chaque époque. Alors, et non, et même aujourd'hui, quand on aborde le récit de Benji, mais pourquoi ils nous disent que Faulkner, c'est si important? Alors pourquoi j'en parle? Parce que on va ouvrir quelque chose qui était totalement impossible, non pas tant techniquement que mentalement, à Balzac. Et pourtant, il met les éléments qui font que ça va cheminer par là, à la fin de Splendeur et misère des courtisanes, par exemple. Donc la tension augmente là, vers le suicide de Lucien de Rubempré. Eh bien, on va avoir tous ces personnages qui convergent, ils sont dans une course, est-ce qu'ils vont arriver à temps? Et donc les récits liés à chacun de ces personnages, c'est le arriver à temps. Et non, ils n'arriveront pas à temps. Rubempré, ça y est, sera pendu, cette espèce de dramaturgie. Mais on a, chez Balzac, cette espèce de... Je crois que pour la seule fois, là, donc dans ce livre tardif, qui est le deuxième volet du grand Illusion perdue, le fait que la mort de Lucien de Rubempré soit incontournable, dramatiquement, scénaristiquement, du point de vue du roman, eh bien, ça l'oblige à faire une espèce de marche arrière avec au moins 3 ou 4 instances de récits, de personnages, qui tous convergent vers entrer là, dans la cellule, et découvrir que c'est trop tard, il s'est pendu à la fenêtre. Alors, en quoi cette histoire des techniques nous intéresse, nous? Est-ce que c'est vraiment se dire « Waouh, je sors une nouvelle clé à molette de ta boîte à outils » Non, c'est pas comme ça. Et puis, je pense que le roman, c'est un apprentissage. C'est là aussi où William Faulkner nous apprend, par exemple, dans ce livre qui s'appelle « Faulkner à l'université ». Je crois que je l'ai dans le dossier là, des scans là, pour ceux qui sont abonnés, c'est-à-dire ça se fait pas avec la tête, ça se fait avec les mains, ça se fait en artisan. Tu as une intuition et tu essaies de revenir toujours à cette intuition, de la rééclater. Et je dirais que c'est le paradoxe permanent de cet atelier d'écriture. Oui, prendre conscience d'une technique. Oui, s'approprier le temps de l'atelier. En plus, c'est collectif. Cette technique particulière, en se disant, justement, ça peut même être contradictoire avec son projet personnel. Oui, mais si tu sais que c'est là, ça ouvre des résonances, ça ouvre des prolongements. Et puis, simplement, d'utiliser cette technique, qu'est-ce que ça permet de développer, de reprendre, d'accentuer, là, dans le projet qui est en cours. Et ça, pour moi, cette pratique collective de l'écriture, je pense qu'on a encore un retard par rapport aux musiciens sur accepter simplement ce genre de pratique. Et si pour moi, là, c'est important par rapport à cet exercice, c'est que Faulkner, donc, dans cet échec en 1925 de The Sound and the Fury, personne n'en veut. Il a déjà publié 2 romans. Ils sont vendus à 200 ou 300 exemplaires. C'est une sorte de... C'est vraiment vécu comme un échec, comme une obstination. Il multiplie à 30 ou 40 éditeurs différents ses envois. Et là, donc, alors, c'est la légende, mais bon, quand même... plus qu'établi, il se fait embaucher dans un transformateur électrique. Alors à l'époque, vous savez, donc l'électricité c'est tout jeune. Bon, l'électricité, tu la produis avec une génératrice, un gros monocylindre diesel. Il faut que ça marche nuit et jour, évidemment. Donc il faut que la nuit, il y ait quelqu'un qui soit là et puis une fois par heure aille verser un peu de pipette d'huile là sur les engrenages des turbines, et puis surveille qu'il n'y ait pas de panne.
Et la légende veut que Faulkner travaillait quoi, une vingtaine de jours là, comme à faire ses nuits dans ce transformateur, cette génératrice électrique à Oxford, Mississippi, et que c'est là qu'en 20 jours, dans cette brutalement, mais dans ce truc d'échec de The Sound and the Fury, il en écrit un autre qui s'appelle Tandis que j'agonise, As I Lay Dying. Et ce tandis que j'agonise, il parlera toujours du mystère que c'est pour lui, cette espèce de surgissement, comment ça galope, comment ça s'est écrit ou avec tout mis en place, et qu'est-ce qu'il en est du temps. Alors, le temps global du récit, ça va être 3-4 jours, c'est-à-dire la mère vient de mourir. Allez, je vous le raconte en détail. On a 3 fils d'âge différents, dont le plus jeune, là aussi avec un problème de... pas de handicap, c'est pas le mot, à l'époque on ne fait pas la différence, c'est comme ça dans les familles, c'est comme ça dans les villages, simplement sa perception, elle est différente de celle des autres. Et ces 3-là traversent le même champ de maïs, se frayent leur chemin en convergeant vers la maison. Ce qui se passe dans la maison... souvenir de Faulkner, c'est une petite cousine en haut d'un arbre qui était montée, on voyait sa culotte, excusez-moi du détail, mais c'est lui qui raconte ça, et que elle racontait ce qui se passait dans la maison, et qui était mettre en bière la grand-mère défunte. Là évidemment c'est la mère, et puis il y a ce truc de l'extérieur, parce que les enfants ne sont pas admis, mais ce détail par exemple que pour ne pas froisser sa belle robe, on la met dans le cercueil, mais tête bêche, puisque le cercueil c'est comme ça, et bien c'est beaucoup mieux pour ne pas froisser la jupe. Et le vœu de la maman défunte, c'était d'être enterrée dans son bled natal. Oh, c'est pas loin, c'est 15 km, c'est à quelques miles. Et ben, on va la mettre dans la charrette, et puis on va y aller, toute la famille. Et puis, par contre, il y a un truc à passer à guet, et puis c'est un peu une inondation, c'est pas simple. Et puis après, dans une grange, le petit là, qui voit simple, il va mettre le feu à la paille, et puis, etc. Et puis à la fin, le père, quand on reviendra de la ville, il se sera trouvé une nouvelle compagne, et il a acheté un gramophone. Voilà, l'argument. Plom, plom, plom. Simplement, ça avance toujours avec... pour chaque point d'intensité. Et ça, par contre, là, ça y est, on entre dans la 5. On va chercher un de ces points d'intensité. Je vais mettre comme titre « Ce qui échappe ». Et donc, on est en 1928, écrit en 1926-27, et c'est pour moi des choses comme ça qui font basculer la littérature. C'est-à-dire pour chacun de ces points d'intensité. La mise en bière, le départ en carriole, l'inondation, l'incendie et la mise en terre, à chaque fois convergent 6 récits, parce que chacun des 6 protagonistes décrit pour le même point, pour la même question, une perception du réel totalement différente. Et qu'à chaque fois, ces 6 récits, quand il y a un point d'intensité, ils vont chacun venir dire leur perception. Ensuite, quand c'est narratif, quand c'est les déplacements, on va s'appuyer sur l'un, sur l'autre. Il y a des passages plus calmes. C'est quand même un livre relativement long, même si c'est plus court que The Sound and the Fury. Et moi, je vous ai mis un petit... Donc, c'est en plus la traduction de Coindreau, si je ne me trompe pas. Maurice Edgar Coindreau. Pour moi, c'est les plus belles traductions parce que c'est les premières. Et Coindreau disait, j'y arrive pas, comment tu fais pour traduire Faulkner avec cette espèce de compression, de travail du mental, cette irruption du monologue qu'on ne sait pas non plus maîtriser, même si le monologue, ce qu'invente Joyce à la même période dans le Ulysses, ce qu'invente Virginia Woolf dans les vagues, donc c'est quasiment simultané tout ça, et c'est beau de voir émerger aussi ça. L'art du monologue. Et nous, on utilise ça, j'allais dire sans y penser. On sait que le soleil tourne autour de la Terre et pas le contraire.
comment on renverse les apparences et comment on admet quelque chose qui a mis si longtemps à être établi. J'ai fait exprès de le dire à l'envers. Bien, quand on reprend le point de surgissement d'une technique, bien, là on peut se l'approprier parce que justement elle est maladroite, parce qu'elle est brute. Et donc on sait ce qu'on fait, et c'est ça où ça rejoint l'atelier d'écriture. Qu'on le fasse volontairement ou qu'on interroge ce qu'on a fait sans y penser. Et ça mérite le temps qu'on y prend, le temps qu'on y passe. Plus, wow, ce qui nous surprend dans ce qu'on écrit et qu'on publie sur la plateforme commune. Donc je vous ai mis un petit passage où, sur un point particulier, vous voyez, Varadaman, le gamin un peu simple, à un moment donné, c'est juste une ligne. My mother is a fish. Ma mère est un poisson, traduit Maurice Edgar Coindreau. Là, il n'a pas eu trop de mal. Mais Coindreau, il a cette révélation-là qui me touche toujours. Il dit « J'ai compris comment traduire Faulkner quand j'ai pensé au Vendéen de ma nourrice. » Et c'est dans le Vendéen. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup ce travail aussi sur Rabelais, où c'est compression de syntaxe, où c'est tout simplement parce que c'est pas établi. Ça s'établira avec Racine, Bossuet plus tard au XVIIe. Mais aussi ces diphtongues qu'on entend dans chaque parler local d'une nation qui reste encore tellement hétéroclite et composite. Bon, ce côté de Coindreau, changeant de langue à l'intérieur du français pour accéder à en quoi Faulkner change la langue du fond de l'américain. Allez, là j'arrête dans les digressions. Je repars là, sur ce point-là de la fin de Splendeur et misère des courtisanes. Toujours, on se refera un petit socle chez Balzac, mais vous voyez, c'est pas l'idée de mettre Balzac en avant, c'est simplement réfléchir à comment surgit, comment se développe le roman, indépendamment de soi-même. Et pour Balzac, c'est ça qu'on voit. Alors, qui est-ce qui invente tout ça? Pour moi, c'est Dostoïevski. Dostoïevski, c'est que la maison des morts, donc il revient après avoir été qu'à 18 ans ou 20 ans, ces étudiants qui ne sont pas les plus méchants là, dans ceux qui sont plutôt un mouvement moyen, plutôt avec des fondations religieuses. C'est pas du tout les anarchistes, mais les autres on n'arrive pas à les choper, donc on s'en prend à eux, et il y a ce simulacre d'exécution. Donc vraiment on te bande les yeux, on te met à un poteau en joue, et non, là on t'apprend que tu es gracié. Alors ensuite c'est la Sibérie, je ne me rappelle plus le nombre d'années, 5, 6, 8 ans, mais c'est quand même avant qu'ils puissent revenir, et c'est sur les souvenirs de cette déportation en Sibérie qu'il écrira La Maison des Morts. Donc cette galaxie de personnages bruts qui sont tous là pour des questions qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis ensuite il y a Crime et Châtiment, et Crime et Châtiment, là, il est dans son élément, c'est-à-dire, y compris autobiographiquement, ça reprend cette condition-là de l'étudiant débordé par ce qui se passe. Ce qui échappe, c'est le titre de notre exercice aujourd'hui, c'est-à-dire il accomplit un crime littéralement affreux, et il y a même 3 fois le récit du crime, puisqu'il y a le repérage, il y a la fois où il essaye de le faire et qu'il n'y arrive pas, et puis ensuite, ce qui échappe. Il accomplit le forfait, et puis il y a la vieille sœur, simple aussi, Elisaveta, qui est là et qui se prend ce coup de hache, c'est littéralement affreux, et tout le livre ensuite part de ça. C'est-à-dire que Raskolnikov gomme le fait d'avoir accompli ce forfait. Même les 3 sous, les 3 choses là, qu'il a piquées sur l'usurière, il est allé les enterrer sous une pierre à l'écart de la ville. Donc même le bénéfice de l'immonde forfait, ça lui a échappé. Par contre, tous ceux qui sont autour de lui, le commissaire, ses amis étudiants, sa mère, sa sœur, petit à petit, tout le monde se rend compte que cette chose littéralement atroce, il n'y a que Raskolnikov qui a pu l'accomplir. C'est-à-dire que tout le livre, ça va être le chemin vers ce point-là de double reconnaissance. Raskolnikov accédant à la conscience de son forfait, et les autres accédant à ce coup de théâtre que c'est forcément Raskolnikov qui a accompli ça. Et là,
on est contraint, c'est-à-dire Dostoïevski se trouve contraint d'aller voyager dans la tête du commissaire, dans la tête de la sœur, dans la tête de la mère, comme il voyage dans celle de Raskolnikov, mais le récit est à distance. Ça change un petit peu avec l'idiot, je croyais que j'avais monté là, mais Dostoïevski, où le personnage central, c'est lui qui prend le rôle du simple, donc d'une espèce de vide intérieur où tout résonne, et ce qui résonne, c'est la totalité, l'ensemble des personnages qui l'entourent. Mais la grande bascule, ce sera son livre ultime, Les Karamazov. Et les Karamazov, il y a plusieurs points d'intensité. Il y a la mort du vieux Starets, le grand responsable religieux. Ensuite, il y a l'assassinat du père, et la nuit de l'assassinat du père. Ensuite, il y a cette espèce de nuit dans une auberge, campagne sur la route, où justement le frère assassin va se faire arrêter. Et là, ce que Dostoïevski est capable de maîtriser techniquement, c'est la compression du temps. C'est-à-dire que sur un seul moment, sur un seul instant, l'instant où on tue le père, ce qui se passe d'un moment à un autre moment n'est pas intéressant. Mais les instants où se rassemble le récit, et c'est des pics d'intensité à échelle régulière, eh bien, eux, ils vont devenir beaucoup plus longs dans le récit, évidemment, que ce qu'ils durent dans le réel. C'est-à-dire qu'on a affaire à une énorme compression du temps par rapport du temps narratif, du temps récit, par rapport au temps de l'événement, c'est-à-dire le temps référentiel. Et ça, on peut jouer. Il y a des exemples synchrones. Par exemple, Ulysse de Joyce, c'est la journée d'un drôle de bonhomme qui s'appelle Leopold Bloom, qu'on va suivre du matin jusqu'au soir. Puis ensuite, Joyce n'a pas prévu le coup, donc il remplace par le monologue de Molly Bloom, qui est la pauvre, est obligée de supporter ce type-là et d'en partager le lit, alors que même nous, on n'en peut plus de ce Leopold Bloom au bout là, des 15 heures qu'on a passées avec lui. Et cette journée de Leopold Bloom, donc c'est 15 heures avant l'insomnie, on est capable de, un peu plus, puisque ça commence à 5-6 heures du matin quand il se fait frire ses rognons du petit déjeuner et qu'il va déféquer. C'est ça, Joyce. Eh bien, jusqu'à 23 heures, où donc on éteint les feux et que l'insomnie de Molly Bloom commence, il nous faut exactement 17 ou 19 heures pour le lire, d'où l'importance de ce petit rituel maintenant qui est devenu le Bloomsday. Je crois que c'est le 16 juin où traditionnellement on se rassemble pour lire le Ulysses, et la lecture est parfaitement synchrone de ce qu'on décrit. Bien, autant avant, même chez Flaubert, ajouter dans Bouvard et Pécuchet tout ce qu'accomplissent les deux retraités, la phase archéologique, la phase religieuse, la phase éducative, la phase jardinière, la phase bibliophile, eh bien, c'est Gérard Genette qui a compté, il nous faudrait 165 ans. Si vous prenez la vie d'Odette dans La recherche du temps perdu, elle a au moins 145 ans quand elle meurt, en tout cas, dans sa dernière apparition dans Le temps retrouvé, quand elle parle de ses amours de jeunesse avec Mac Mahon au temps de la Commune. Donc là, on est dans des grandes disjonctions, et Proust en est totalement conscient de ça. Il n'y a pas de plus haut lecteur de Dostoïevski que Marcel Proust. Mais en 1925, ça y est, ça rentre dans la littérature. C'est-à-dire ce fait-là qu'un livre géant comme les Karamazov s'établisse sur une suite d'instants, mais que ces instants, à chaque fois, soient décuplés, découplés dans la totalité des acteurs qui en sont témoins ou intervenants ou spectateurs, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur rôle, quelle que soit leur compréhension partielle de ce qui se passe, eh bien, c'est ça qui fait la tension, qui fait la dramaturgie des Karamazov. Alors, où on va aller avec ça, nous ? Moi, je reviens à Tandis que j'agonise,
on est dans un moment précis du récit et il y a 4 personnages monologues de leur perception, là, en temps réel, de ce qui se passe à cet instant. Et ensuite, pour moi, le point de départ, c'est juste le titre, ce qui échappe. Un point d'intensité. Alors ce point d'intensité, c'est pas un fait divers. Et encore, dans les faits divers, c'est une matière infinie de retravail. C'est une autre, c'est la même chose, je dirais, dans l'univers des mythes, et ce qu'on peut convoquer de la mythologie au présent. Il y a des éléments qui ne sont pas du tout des faits divers, mais qui sont des craquements de société. Peut-être c'est à cause de ça aussi que là, cette 5, je la veux là. On est encore là dans cette ombre, là où on est toutes les mains tremblantes de ce qui s'est passé à Nanterre. Et quand on lit aujourd'hui les journaux, ce qui repasse, c'est la suite des témoins. C'est-à-dire la femme là à l'étage qui a eu le réflexe, tout est parti de là, de sortir son téléphone, et il y a ce bout de vidéo maladroite qui fiche en l'air tous les récits. Il y a les récits des 2 protagonistes. Je ne veux pas entrer ni dans quoi que ce soit, et on ne va pas entrer dans l'univers politique, mais il y a eu le premier récit des 2 protagonistes policiers, révisé ensuite, 10 juin. Ensuite, il y a le récit de ceux qui étaient passagers dans la voiture, avec ce Naël qui a été assassiné, et un monde entier bascule qui nous implique, nous, dans la bascule. Quand je lis ça, je pense, moi, aux ateliers dans le Val d'Argenteuil, il y a 3 ans, avec une classe de seconde, et que je ne savais pas faire, j'étais démuni. Et là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce lien qui sera vivant en moi, c'est retraverser là où j'étais totalement démuni en atelier d'écriture, en classe de seconde, il y a 3 ans, au Val d'Argenteuil, pour les mêmes questions. C'est-à-dire comment on me classait, quel rôle on me donnait. Et c'est pas ici qu'on va entrer dans le détail de ça. Mais c'est aussi, par exemple, l'accumulation de récits qui complète. Celui de l'ambulancier chargé dans les premiers intervenants. Ben non, le pauvre gars, lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Quelles paroles il a repérées? Quel récit il fait? Etc. etc. Et pour quelque chose là dont l'amplification, c'est simplement la réponse qui a été donnée, une réponse qui est elle aussi erratique, qui est elle aussi avec des éléments, la ville de Montargis, la Venise du Gâtinais, etc. Mais je n'entre pas dans ce commentaire-là. Mais la question, c'est que ce point d'intensité qui n'a pas de durée, bon, un coup de pistolet. Et en même temps, ça se prépare, il y a la tension, il y a le bouclé, il y a la course en amont, et il y a... Mais pour prendre là l'essence de cet instant, ce qui n'a pas de durée, tout se développe avec la construction d'éléments disjoints qui ne se rassemblent pas, qui sont dans des temps différents, qui émanent de principes de narration, d'élocution, de perception différents. Et c'est ce qu'on va reconstruire du réel, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir faire émerger éventuellement avec un statut confirmé de réel, émanera de toute cette disjonction et de ces points d'énonciation différents. Et là, évidemment, si on le symbolise comme ça, on a quelque chose qui est omniprésent dans toute la littérature contemporaine. Il suffit que vous regardiez autour de vous les livres qui vous entourent, et vous trouverez ce principe-là multiplié. Idem dans le cinéma, plein de films travaillent avec ce principe-là. Alors nous, on réatterrit, on ne va pas s'atteler à quelque chose d'aussi lourd là, que l'exemple que je viens de prendre. Simplement, il se trouve que 8 jours d'écart, on est encore totalement dedans, donc c'est pas possible de le contourner. Mais ce point d'intensité, c'est simplement là un trou dans une conversation. C'est là où vous en êtes, là, dans ce que
dans ce qui commence à s'ébaucher chacune là, de l'ensemble de ces récits, il y a des moments là où il peut y avoir une bascule. Prenez Thomas Bernhardt dans Une enfance, le rapport à son grand-père, et puis simplement ce moment qui pour lui déclenche tout à la fin de la guerre où des parachutistes américains descendent et on les a les coups de mitrailleuse, donc c'est simplement des corps qui sont là lentement sous les parachutes. Mais prenez le froid, la cave, le souffle. Dans le froid, c'est la première phrase, c'est le jour où j'ai pris le chemin opposé. C'est-à-dire, tu vas au lycée et puis tout d'un coup, tu décides de faire demi-tour. Et de ce demi-tour-là, une toute petite décision, tout s'enchaîne. C'est-à-dire, ceux que tu voyais de dos, tu les vois de face, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'entre pas, tout ça en plus, on a déjà fait plein d'exercices, c'est tellement important. Mais là, moi, je vous suggère de prendre dans le contexte là, qui est déjà celui de vos récits, mais bon, il y a encore temps d'ajouter des éléments, d'élargir la narration, de travailler sur un point d'intensité. C'est pas du tout pour entrer dans la question des faits divers. C'est juste un moment où ce pic là, par l'émotion, devient un élément dont qui ne dispose pas en soi de durée, mais qu'on va pouvoir reconstruire avec un ensemble disjoint de monologues. Alors c'est 2, c'est 3, c'est 4. On verra aussi dans la 5 bis avec la façon dont Bernard-Marie Coltès a encore accentué, a mis un effet de loupe là, sur ce phénomène, mais on n'y va pas tout de suite. Quelque chose qui m'a frappé là, dans les textes là, des dernières contributions, c'est les vocabulaires de métier, c'est-à-dire ces témoins. Il y a les protagonistes, mais ceux qui sont impliqués là comme spectateurs. Ils ont des vocabulaires, ils ont des rôles, ils ont des situations. Ça se passe dans un bus, il y a le récit du voyageur de bus. Il y a une petite altercation, là, juste rien, pour peut-être une phrase impolie, peut-être pour une place qui n'a pas été cédée, peut-être que certains ou certaines ont pris la parole et dit ça, puis que d'autres, justement, se sont réfugiés dans leur petite bulle. N'empêche qu'on pourrait multiplier là le côté disjoint des témoins par 5, 10 ou autant de personnages qui, là, participent de la scène. Et je dirais que notre réalité contemporaine accentue encore ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas chez Dostoïevski ? C'est-à-dire que dans les Karamazov, tout le monde sait qui est qui. Il n'y a pas d'inconnu. Ou s'il y a un inconnu, on va bien trouver l'explication. Pourquoi il est là, celui-là ? Mais si je garde ce truc de métro, de bus, juste une impolitesse commise, et puis tout d'un coup, une tension, des paroles ou pas de paroles, mais si on se saisit de cet instant, et qu'on le disjoint en autant de protagonistes qu'il y a là, de spectateurs, si Vardaman, dans As I Lay Dying, dit « My mother has a fish », peut-être qu'un personnage est là assis sur son strapontin et dira « Je m'en mêle pas, c'est des questions de vieux ». Je dis ça bêtement. Bon, je pense à des trucs aussi. Mais cette phrase fera partie de la fresque qu'on dresse pour déplier le minuscule instant où la situation, a priori banale, ordinaire, mais ça peut être aussi dans l'espace privé, d'un seul coup, a été hissé par un pic, un point d'intensité. Résumé de la consigne, c'est ça. Trouvez là, parce que c'est... Pensez juste à la semaine écoulée, pensez aussi à ce que vous avez déjà écrit, cette notion de point d'intensité, quelque chose qui se passe là, qui tremble là dans un instant sans durée et qu'on va devoir, nous, narrativement déplier. Il faut que vous le trouviez. Une fois qu'il est trouvé, identifiez les protagonistes, c'est-à-dire les témoins, ceux qui informent, ceux qui interviennent, et comment chacun peut avoir un rôle lié à
qui il est, comment il est, qu'est-ce qui fait qu'il est là à cette heure-là, quel métier il fait, comment tout ça comment il perçoit simplement ce qui, a priori, n'a pas de durée, est irrationnel, mais est disjoint selon autant de procès ou de processus narratifs que là sont des protagonistes. Alors prenez-en 5 ou 6 comme William Faulkner dans son Tandis que j'agonise. Plongez-vous un petit peu dans cette espèce, j'allais dire, de grand malaise des Karamazov. En plus, on a l'insigne chance de cette traduction d'André Markovitch, qui en elle-même aussi est un monde là, qui nous offre Dostoïevski, là, pleine main, tendresse comprise. Il ne s'agit pas d'aller faire du lourd, mais pensez que l'outil que là vous utilisez est susceptible à lui seul d'engendrer tout un livre, ou tout un monde, ou tout un film, ou tout un roman. Et ça, là, jamais revenir en arrière de ça. C'est-à-dire que là, nous, ce qu'on écrit, on prend là tout simplement le monde que chacun d'entre vous commence à créer avec ces personnages qui émergent, avec ces lieux qui émergent. On va revenir sur ces questions de lieux, bien sûr aussi. Mais là, sur un tout petit point de frottement, de bascule, où là, à ce moment-là, dans le silence après la phrase, dans le geste qui est fait, il y a quelque chose à déplier. Dépliez-le. Prenez-en 3 personnages, mais c'est ça. J'aimerais bien qu'émergent aussi ces personnages qui sont plus à distance, qui sont les témoins, mais celle qui a filmé, ou l'ambulancier qui a entendu cette phrase et qui l'a redit. C'est-à-dire des gens qui sont là par leur fonction. Et là, tout d'un coup, ça pour moi, c'est aussi un point d'écho dans la question du roman. C'est-à-dire en quoi ce point d'intensité dont on se saisit sert aussi de révélateur optique à ce qui normalement participe de l'ordinaire et qu'on ne va pas convoquer pour le fait littéraire là, de ce qu'on produit. C'est personnages qui ont juste un nom, un rôle. C'était le chauffeur de taxi, j'en ai déjà parlé l'autre jour pour ces exercices de cinéma fameux. C'est une personne dans une boutique, c'est un conducteur de bus. Mais là, le point d'intensité va permettre d'aller, hop là, cueillir plus loin, attraper plus loin. Et on aura d'autant plus fabriqué un monde. Je pense, j'en ai pas parlé, mais c'est la même période, 1924, Dos Passos, Manhattan Transfer. Une des scènes qui vient le plus immédiatement dans l'ouverture de Manhattan Transfer, vous savez, ce fichier là, que j'ai appelé outil du roman, pareil dans les dossiers d'accompagnement sur le creative writing à l'américaine, là, je le regarde d'un petit peu près, ce premier passage où celui qui vient de débarquer se trouve pris dans une scène de foule. Bon. Et dans la scène de foule, là, sur 10 lignes, 20 lignes, eh ben, tu as quoi ? Tu as plein de paroles croisées, de visages qui surgissent. On est dans ce côté-là, expressionniste, fragmenté, qui signe là, ce grand livre que Manhattan Transfer. Ben, voilà, je crois que maintenant, là, je peux vous laisser travailler. Ce qui échappe, bon, dites-moi pas que vous ne le savez pas. Où, quand, qui, quoi, que ça échappe. Et en plus, on est dans le roman, dans la fiction. C'est ça qui est bien.